Bonjour, le 7 mai 1954, le camp français retranché de Dien Bien Phu cède sous la pression du Viet Minh. Cette défaite, largement commémorée ces derniers temps dans la plupart des médias français, a rappelé la dimension épique de l'événement, non sans une certaine nostalgie parfois et avec tout ce que cela comporte comme symbole. Dien Bien Phu et ses positions, Dominique, Béatrice, Huguette, Isabelle, il y a bien sûr l'héroïsme des soldats français combattant à 1 contre 5, ou encore l'ange de Dien Bien Phu, Geneviève de Galard. Mais pourquoi Dien Bien Phu? Pourquoi cette position au nord-ouest de l'actuel Vietnam fut-elle choisie? Quels furent, avant la bataille, les choix politiques du gouvernement français concernant l'Indochine? Enfin, quel était l'état réel des forces françaises si loin de la métropole? Bref, que fut Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu? C'est ce qu'un jour dans l'histoire vous propose de découvrir avec Pierre Pélissier. Pierre Pélissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, spécialiste de l'histoire militaire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans le domaine. Je citerai notamment une biographie de Massu parue en 2003. Et vous venez de publier une monographie consacrée à la bataille de Dien Bien Phu aux éditions Perrin. Alors, Pierre Pélissier, la tragédie de Dien Bien Phu a livré des centaines de témoignages. Il y a de nombreux ouvrages encore qui viennent de sortir. Le plus souvent, ces ouvrages sont passionnés. Votre démarche, vous et votre travail, a d'abord été un travail de synthèse en dehors de cette passion? Oui, il fallait un peu sortir des ornières, des travers, des engagements. Il fallait essayer de comprendre pourquoi avait eu lieu Dien Bien Phu, comment s'était déroulée la bataille. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les choses bien avant et bien après. Le récit de la bataille, il en existe des quarantaines, des cinquantaines. Ils sont parfois très bons, ceux des témoins notamment. Ils sont parfois un peu plus douteux. Mon travail n'était pas de réécrire la bataille jour après jour, bien que, évidemment, je refais quand même le chemin des combattants. Mon travail était d'aller chercher ce qui se passait ailleurs et en même temps. Ce qui était quand même important, ça se passait à Paris, à Washington, à Londres, Genève, Berlin, Moscou. Alors oui, donc vous sortez du cadre de Dien Bien Phu pour au fond avoir une vision globale. Oui, mais avec Dien Bien Phu toujours en toile de fond, jamais oublié, parce que finalement, toutes les négociations tournent autour de l'avenir du camp, tous les conflits tournent autour de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Donc, si vous voulez, Dien Bien Phu tient sa place, mais seulement sa place, celle de 12 000 garçons que l'on a envoyés pratiquement se faire tuer dans une cuvette du Haut-Tonkin. Donc j'insiste bien, Pierre Pélissier, cette émission a pour but de présenter au fond Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu, la période 1945 à 1953. Et alors, le premier élément que l'on a tendance à oublier est que tout se passe à peine 8 ans après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un élément important parce que ça explique aussi pour partie l'indifférence de la France. La France est usée, lassée de la guerre qu'elle n'a pas souvent faite d'ailleurs, mais la France n'a pas envie d'un autre conflit, donc elle reste totalement indifférente, d'autant plus, nous le verrons, que les gouvernements successifs ne se décident jamais à envoyer les appelés du contingent. Ils confient cette guerre à une armée de métier que l'on prendra pour des mercenaires. En fait, c'est une authentique armée de métier, c'est elle qui a fait la campagne d'Italie, qui a libéré la France et conquis l'Allemagne, et ces gens-là ne sont pas en harmonie avec le reste du pays qui enfin souffle et est heureux de son indifférence en quelque sorte. Alors, un homme joue un rôle bien évidemment déterminant en 1945 et en 1946, c'est Ho Chi Minh. Qui est Ho Chi Minh? Alors, selon que l'on regarde Ho Chi Minh sous un côté ou sous un autre, on a un personnage totalement différent. Ho Chi Minh va quand même réussir ce miracle à faire croire aux Américains qu'il est un nationaliste bon teint. Et effectivement, les Américains seront très longs à comprendre que c'est un agent soviétique de la plus pure tradition. Donc, face à la tradition colonialiste française, que l'on croit encore bien en place à Washington, les Américains vont jouer la carte Ho Chi Minh pour enquiquiner les Français. Il se passe la réunion de Potsdam, qui est une réunion intéressante en 1944, où l'on décide entre Anglais, Américains et Russes de l'avenir de l'Indochine. C'est assez pittoresque, car on oublie de parler avec les Français. Et l'on décide de couper l'Indochine en deux, sensiblement comme elle le sera quelques années plus tard, et on envoie dans le parti sud, avec Saïgon comme base de départ, les Anglais remettre de l'ordre dans l'Indochine française. Les Anglais qui d'ailleurs, avec un certain humour, envoient des troupes indiennes. Le général Garcet est un général assez compréhensif, les choses se passeront bien.
Mais au nord, on envoie des Chinois, les Chinois de Chiang Kai-shek, la Chine étant encore nationaliste. Or, les Chinois ont une particularité, ils n'aiment pas les Tonkinois et vice-versa. Et les Japonais étant là, c'est aux Chinois de désarmer les Japonais. Alors on va assister à un jeu complètement fou. On va voir les Japonais qui vont monter les Vietnamiens contre les Français. Les Chinois qui ne vont s'occuper ni des Vietnamiens qui ne les aiment pas, ni des Japonais, mais qui vont essentiellement piller le Tonkin. Et les Français vont arriver dans cette ambiance qui est complètement pourrie avec contre eux tout le fond du peuple tonkinois qui a été travaillé par les services de Ho Chi Minh. Alors, que va faire Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, au fond, vous le disiez tout à l'heure, c'est un nationaliste. Il tient à déclarer l'indépendance. D'ailleurs, il déclare l'indépendance du Vietnam. Alors là aussi, nous rentrons dans des complications sans nom. Il déclare l'indépendance du Vietnam et il reçoit le soutien de l'empereur Bao Dai. Bao Dai, depuis quelques mois, se conduit de manière un peu insensée. Il est empereur du Vietnam, empereur d'Annam. Il a décidé de soutenir les Japonais alors que les Japonais ont déjà perdu la guerre, ce qui n'est peut-être pas politiquement très mature et très habile. Je me permets de vous arrêter. Vous avez cité l'Annam, c'est l'ancien nom en fait du Vietnam. Alors il faut savoir effectivement que le Vietnam, c'est, en partant du nord vers le sud, le Tonkin, l'Annam, où résidait Bao Dai, et la Cochinchine. Nous n'avons pas traité exactement ces trois territoires de la même façon. Le statut de la Cochinchine est beaucoup plus près de celui d'un département, alors que celui du Tonkin ressemble plus à un protectorat. Et là-dessus, effectivement, Bao Dai règne, mais met un peu sa sauce piquante et complique les données du problème. Quand Ho Chi Minh déclare son indépendance, Bao Dai oublie son engagement avec les Japonais et se rallie à Ho Chi Minh. Et puis après, il fera le mouvement inverse, il reviendra vers les Français. Mais il y a une indépendance que les Français ne combattent pas et ne rejettent pas. On engage simplement, dès 1945-46, des négociations sur l'évolution vers l'indépendance. Là commence une série extraordinaire de malentendus. Nous allons naviguer dans le malentendu de bout en bout. Une série de malentendus. Ho Chi Minh est un communiste. Il est un chef nationaliste et ce n'est sans doute pas le plus dur des chefs nationalistes ou communistes. Il prend des contacts avec la France, il accepte des négociations, il est même question qu'il vienne et il viendra pour des négociations à Fontainebleau. Vous me montrez auprès de Salan dans l'avion. Accompagné du général Salan qui est un fin connaisseur de l'Indochine. Mais les choses ont une autre base. Le général de Gaulle, encore au pouvoir, avait décidé qu'il fallait restaurer l'autorité de la France avant toute chose, c'est-à-dire avant d'aller vers une indépendance qui lui semblait, je pense, plus ou moins inéluctable. De Gaulle a parfois une certaine manière de compliquer aussi les données simples. Il envoie donc un chef militaire, le général Leclerc, il le coiffe d'un chef politique, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Or, curieusement, les deux hommes ont déjà eu à travailler ensemble, ils ne s'entendent absolument pas. Leclerc voit très vite qu'on ne reviendra jamais au statut précédent et qu'il faut partir lentement mais sûrement vers l'indépendance. Thierry d'Argentlieu, lui, ne voit qu'une chose, rétablir un protectorat et une colonie française. Alors que Ho Chi Minh prend l'avion avec Salan pour Fontainebleau, Thierry d'Argentlieu a une idée géniale, il décrète la création d'un gouvernement non autonomiste et non nationaliste de la Cochinchine. Ho Chi Minh la prend dans l'avion en volant vers Paris et les adjoints de Ho Chi Minh, qui sont certainement plus durs que lui à l'époque, déclenchent les hostilités. La guerre part sur ce malentendu. Oui, vous dites que les adjoints de Ho Chi Minh, au fond, n'ont pas besoin de lui pour lancer la guerre révolutionnaire. Je vais plus loin. Je pense que s'il avait été là, on aurait encore trouvé le moyen de négocier, de gagner du temps. Mais il n'est pas là et ses adjoints, résolument, partent à l'offensive. Donc, la déclaration d'indépendance tient en quelque sorte à braver l'autorité française, et c'est une autorité française au fond qui reste faible. Nous sommes, vous le disiez tout à l'heure, en pleine reconstruction. C'est la naissance de la 4e République. La naissance de la 4e République, qui est naturellement fragile et qui le sera toujours. C'est la Cochinchine, où les choses se passent beaucoup mieux qu'au Tonkin. Ce sont effectivement ces divergences qui vont tout compliquer, qui vont engendrer les premiers conflits lorsque
que Leclerc décidera qu'il faut quand même reprendre pied, malgré tout, au Tonkin, après d'ailleurs des accords avec le Viet Minh. Là, il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse. Je me souviens avoir parlé de la chose avec Pierre Messmer, qui m'a fait remarquer que dans les accords, il y avait dans les textes français indépendance, mais que le mot indépendance n'apparaissait pas dans la traduction vietnamienne. Donc, encore une ambiguïté à ajouter au dossier. Alors, c'est ce qui ressort vraiment de votre livre, c'est cette constante ambiguïté, ce constant malentendu. Pourquoi dure-t-il si longtemps, au fond? Parce que on a soif de clarté et l'affaire est d'une complexité. Je pense que l'instabilité gouvernementale de la quatrième y est pour beaucoup. La quatrième n'a pas une idée très, très nette de ce qu'elle veut pour l'Indochine. Le général de Gaulle est parti, les gouvernements se succèdent. Un premier gouvernement tente d'engager Leclerc à repartir. Il était rentré, il avait demandé à ne pas rester d'Argent-Lieu, il était rentré. Demande à Leclerc de repartir en Indochine. Il demande l'accord de Gaulle qui lui refuse. Quelques mois plus tard, Ramadier, de nouveau président du Conseil, redemande à Leclerc de repartir en Indochine. Il redemande à De Gaulle qui refuse. On a donc, si vous voulez, une série de choses qui ne se passent jamais comme elles devraient se passer. Alors, c'est le problème de la 4e République, avec un gouvernement qui tenait 1 ou 2 ans. Que pouvait-on faire réellement? C'est une guerre lointaine, c'est une guerre qui coûte cher, c'est une guerre qui n'est pas populaire. On a d'autres choses à faire, on a toute la France à reconstruire, alors on va se lancer dans un autre conflit, on ne s'y lance pas, mais on tombe dedans profondément. Un jour dans l'histoire reçoit Pierre Pélissier, auteur d'une monographie sur Dien Bien Phu aux éditions Perrin. Alors, vous l'expliquez là aussi dans votre livre, la France cherche et cherchera toujours une solution, une issue politique. Le 21 septembre 1945, elle crée l'Union française. C'est une manière un miroir du Commonwealth anglais. Oui, c'est une pâle copie du Commonwealth, mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre en détail, parce que finalement, lorsqu'on fera le compte, on s'apercevra qu'un seul pays a adhéré à l'Union française. C'est le Laos. Le Vietnam ne rentrera jamais dans l'Union française et le Cambodge encore moins. Il faut quand même dire que nos 3 alliés là-bas sont des cas également. Le Laos est un petit pays très travaillé par le communisme. C'est quand même un des parents du roi qui mène les troupes communistes et qui tente de prendre le pouvoir. Mais le Laos sera toujours un allié fidèle. Pas un allié solide parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide à nous apporter, pas beaucoup de troupes à nous donner, mais un allié très fidèle. Le Cambodge, c'est affolant. C'est affolant, l'empereur du Cambodge, c'est un monsieur sur lequel on ne peut absolument pas compter, qui passe son temps à faire du chantage, qui va à Washington en disant qu'il ne peut retourner au Cambodge tant que les Français y seront. À un moment, Auriol pose la question d'ailleurs à ses ministres, mais qu'est-ce que l'on fait au Cambodge? Est-ce qu'on ne va pas laisser tomber ce monsieur qui est une sorte de pantin qui cède à ses fantasmes? Quant à Bao Dai, c'est encore pire. Lui a une idée de l'État différente. Il est l'empereur, il entend l'être, il entend gouverner. Il veut même commander les troupes, toutes les troupes, y compris les troupes françaises. L'inconvénient, c'est qu'il est 6 mois par an à Cannes et c'est pas très pratique pour commander. Alors, vous dites qu'il s'agit d'une guerre révolutionnaire dont l'enjeu est autant idéologique que territorial. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ordre de préséance? N'est-ce pas d'abord territorial, puis ensuite idéologique? Je ne sais pas si on peut mettre l'un devant l'autre. Je crois que c'est l'un avec l'autre. C'est l'idéologie, c'est le communisme. Il faut faire la conquête des territoires. Et pour conquérir les territoires, il faut conquérir les hommes et les âmes. Donc tout ça est imbriqué. C'est vrai que je pense que les hommes sont les premières victimes de l'idéologie marxiste. On engage les paysans à travailler sur le terrain. Ils deviennent coulis. Toutes les familles doivent livrer les enfants, sauf si elles ont un fils déjà enrôlé. Donc il y a une conquête dure de la population pour ensuite avoir des troupes et des coulis, des esclaves, soyons simples sur le terme, la traduction du mot coulis, qui vont servir Ho Chi Minh et Giap quand il passera à l'offensive militaire. Je pense que c'est la conquête des âmes qui ira très loin pour la conquête du territoire. Je pense qu'on verra à la fin, quand Dien Bien Phu chutera, que l'on avait une armée du camp libéral qui respectait les hommes, même si elle les envoyait se faire tuer, face à un adversaire qui n'avait pas un grand respect de la vie de ses propres hommes. À la fin, on était quand même à 1 contre 10, avec des relèves permanentes côté Viet Minh et aucune relève du côté français. Alors, près du Vietnam, en tous les cas pas très loin, il y a la Corée du Nord et il y a les Américains. Cette
ce conflit va avoir une influence sur Dien Bien Phu? Oui, une double influence, une influence sur les Américains. Je crois que les Américains, qui nous ont longtemps pris pour des mauvais colonialistes voulant reprendre nos territoires, vont comprendre que l'on mène finalement la même guerre qu'eux sur un autre terrain, mais que l'on se bat aussi contre l'expansion communiste dans l'Asie du Sud-Est. C'est ce qui changera l'attitude américaine, qui prendront d'autres défauts par la suite, mais là, je pense qu'il y a un éclairage sur lequel le général Delattre joue un rôle très important. Je crois que c'est Delattre qui a fait comprendre aux Américains que nous n'étions plus les